À la page 39 du chapitre 12 de mes notes de cours, on résout une dernière situation dans la section 4.2 de Séguin, une situation qui s'intitule « Une poutre fixée au mur par une charnière ». Donc, ça va faire apparaître un nouveau concept, là, les forces à l'intérieur des charnières, qui sont dans les faits des forces normales, qu'on va appeler FC, là. Mais ce n'est pas une nouvelle force, c'est une force normale, mais dans le cas particulier d'une charnière. On peut lire la situation à la page 470 de Séguin, mais je vous recommande d'interrompre la vidéo et de lire initialement le dernier paragraphe en bas de la page 469, et après ça, de lire la situation à la page 470 de Séguin. Après la première lecture, on revient écrire les données propres à ce problème-là. Donc, on avait une poutre de 10 kg. Évidemment, ça prend un dessin habituellement pour bien comprendre ce qui se passe, là. Le dessin est souvent fourni dans ce genre de problème-là. Donc, j'ai le meuble, j'ai la poutre qu'on va décacher bientôt ici. À son extrémité droite, elle est fixée à un mur par une charnière. Donc, de ce côté-ci, tout à l'heure, quand je vais finir de décacher, il va y avoir une charnière. À son extrémité gauche, elle est soutenue par une corde. Donc, c'est mon trait ici qui soutient la poutre de ce côté-là, faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Donc, un angle caché dans le coin ici, associé à une force de tension. Je l'ai appelé θ T. On désire déterminer les modules de la force exercée par la charnière et par la force de la tension dans la corde. Donc, FC pour la force dans la charnière en newton, on nous demande le module tout simplement, puis la force de tension de la corde, FT, elle également en newton. Ce qui m'amène à rajouter sur mon dessin FT ici, la corde tire sur la poutre à cet endroit-là. Et pour FC, quatrième, je n'ai pas illustré M non plus, donc M est dessiné probablement au milieu de la poutre ici. Donc dans mes 4 variables ici, il me juste à illustrer FC. Et exceptionnellement, un peu comme le FG parallèle, FG perpendiculaire, pour une charnière, je vais illustrer 2 forces qui représentent toutes les deux, dans le fond, le FC. Je vais faire un FC vers le haut, que je vais appeler FC vertical, puis un FC qui s'exerce à l'horizontale, qu'habituellement, je vais la mettre du côté opposé au mur. Mais si jamais j'arrive à un module qui est négatif, ça veut dire que je l'ai dessiné du mauvais côté, ce qui serait possible, parce qu'une charnière a la particularité de pouvoir exercer des forces dans tous les sens selon les besoins. Donc, mon FC est illustré à l'aide de 2 vecteurs, un peu comme FG pouvait être illustré à l'aide de 2 vecteurs, FG parallèle, FG perpendiculaire. Choix de la stratégie maintenant, on me demande des forces, je pourrais prendre des sommes de force en X, en Y, ou encore des sommes de moments de force. C'est toutes des choses qui nous aident à trouver des moments de force. Si je fais selon X, je vais avoir ça, le FC en bas ici, là, que j'essaye d'attraper. Ce vecteur-là, cette force-là va être inconnue, puis celle-ci l'est aussi. Je vais appliquer ça selon X, puis je vais avoir 2 inconnus. Si je fais ça selon Y, je vais avoir FCV. Puis de l'autre côté, j'aurais FG, que je n'avais pas dessiné encore, mais quand je me demande quelles sont toutes les forces sur mon système, j'aurais FG. FCV, puis FG, puis FT qui contribue en Y. Donc j'aurai encore mes 2 inconnus qui contribuent en Y. Au total, dans le fond, j'ai 3 inconnus, fait que somme des forces en X, somme des forces en Y, ça me donne 2 équations pour 3 inconnus. C'est sûr que je vais avoir à prendre les moments de force. Puis par un bon choix des moments de force, ça pourrait m'amener tout de suite une réponse. Là, il reste, si je veux justement commencer par l'équilibre de rotation, là, faire ma somme des moments de force est égale à 0, que moi je traduis souvent par somme des moments anti-horaires est égale à somme des moments horaires. Ça implique de dessiner un axe Z, un axe de rotation à quelque part, qui peut être n'importe où sur le dessin. C'est sûr que la charnière nous fait comme offrir un endroit naturel pour le mettre, mais je pourrais le mettre ailleurs. Mais dans ce cas-ci, si je le mets où la charnière, l'endroit naturel pour le mettre, je vais faire disparaître 2 inconnus dans l'analyse, parce que ces 2 vecteurs-là ne contribuent pas à faire tourner, ne sont pas positionnés au bon endroit pour faire tourner. Là. Quand on passe par l'axe de rotation, ça ne provoque aucune rotation. Ce qui fait que dans mon analyse, je vais avoir juste 2 autres vecteurs, FG et FT. Donc, dans le tableau, je vais probablement avoir fait 2 lignes, une pour indice G puis une pour indice T, là, qui représentent mes 2 forces ici qui contribuent à faire la rotation. Mes colonnes, c'est comme d'habitude, bras de levier, force, l'angle, sens de rotation. Puis en bout de ligne, j'aimerais obtenir le module. Quand que je fais cette stratégie-là que j'essaie d'attraper en bas, je peux travailler tout simplement avec les modules carrément. Donc, pour G, le bras de levier, quand que je fais ça, je rajoute mes bras de levier. Donc, par rapport à l'axe de rotation, le bras de levier, c'est ça, ça va être une demi-L.
Puis pour T, le bras de levier, ben, ça va être L au complet. Ma force est appliquée à une distance L de l'axe de rotation. Les forces, ben, pour FG, pour la ligne G, puis je pourrais également écrire MG. Puis pour la ligne de tension, ben, c'est FT. Les angles maintenant, ben, FG est à 90 degrés. Puis le FT ben, correspond l'angle entre les deux, entre le L puis ici, ben, ça donne l'équivalent du θT qui était donné, 30 degrés. Les sens de rotation. Il faut imaginer FT qui tire sur la poutre. Ben, ça va avoir tendance à provoquer une rotation dans ce sens-là, donc une rotation horaire. Puis il faut imaginer FG qui tire de l'autre côté. Ben, elle aurait une tendance à faire tourner anti-horaire, sens positif. Donc, FG, c'est le sens positif, puis T, c'est le sens négatif. Les modules, ben, ça, j'essaie de regarder qu'est-ce qui est connu là-dedans. Donc, le 1/2 L fois FG fois sinus 90 qui donne 1 FG que je peux remplacer par MG. Évidemment, la ligne n'apparaît pas immédiatement. Il faut que j'aille fait l'autre. Le moment de force créé en T, c'est L fois FT fois sinus de 30 qui... C'est le fun, dans une calculatrice, donne directement 1/2. Puis là, j'ai l'égalité entre ces deux cases-là. Bien évidemment, le L peut se simplifier quand on a la même variable des deux côtés. Je peux diviser par L, ça fait disparaître le L. Puis je vais faire cette case-là égale à l'autre. Donc, 1/2 FG, 1/2 MG, fois le 1, oublions ça. Puis l'autre côté est égal à 1/2, mais il vient de là, fois FT. Le L est parti en simplification. Ou j'aurais mis un moins ici, puis égal 0. J'aurais travaillé vraiment sous cette forme-là. Je préfère faire anti-horaire égal à horaire. J'isole le FT là-dedans. J'ai des 1/2 des deux côtés qui sont simplifiés. FT est égal à MG, que c'est pas merveilleux. Et là, il ne faut pas réagir en disant, hein, si FT est égal à FG, il ne reste rien pour le FCV ici. Non, non, c'est FT, je viens de trouver le module ici, là. Ce module-là est égal à ce module-là, mais ce module-là, un coût rendu sur Y, il est plus petit, il faut décomposer. Donc la longueur ici est égale à la longueur là, mais je le décompose, je n'en ai pas assez pour compenser FG, donc il en reste pour FCV. Maintenant, je vais faire les autres outils que j'avais, somme des forces en X, qui vont me permettre d'obtenir FCH, puis ça va être égal, les deux seules forces qui travaillent en X, j'ai FCH vers l'arrière, puis j'ai FT en partie vers l'avant. Quand je dis en partie, ça veut dire que je ne peux pas mettre automatiquement ni un plus ni un moins, il faut que je tienne compte de l'angle. L'outil somme des forces en X est égal à 0. Donc pour FT, j'ai dit que j'étais obligé de tenir compte de l'angle, donc c'est FT fois le cos de l'angle quand on est en X, puis l'autre c'est FCH, excusez, la force de charnière à l'horizontale. Puis elle, je peux écrire un signe parce que c'est moins carrément. Donc, moins FCH, tout ça est égal à 0. Je cherche le FCH. Donc, FCH va être égal à FT fois le cos de l'angle. Puis c'est toutes des valeurs connues. Je peux mettre un chiffre. Puis FCH va être égal à 84,9 newtons. Je fais la même chose en Y. En Y, dans mon problème, j'ai FG à 100% négatif. J'ai FCV à 100% positif, puis j'ai en partie FT qui contribue vers le haut. Donc, en partie FT, ça veut dire FTY, puis ça implique de tenir compte de l'angle. Je ne mets pas le signe est caché à l'intérieur de l'angle. Après ça, on a FG qui est à 100% vers le bas, donc plus, moins FG. Pourquoi j'écris toujours plus? Hein? Parce que c'est une sommation, mais avec signe, donc plus, moins FG ou moins MG. Puis j'ai plus FCH, qui était FCH, une erreur d'écriture ici. Non, horizontal, vertical. Voyons, j'ai de la misère avec ces deux lettres-là. C'est le FCV, c'est vertical. Donc, plus FCV, évidemment, c'est égal à 0. J'isole le FCV, donc ça va être MG rendu de ce côté-ci, moins FT sin, c'est toutes des valeurs connues. J'obtiens 49 newtons. Mais on me demandait le module. Évidemment, j'ai deux vecteurs qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. C'est le principe de faire un triangle. Ma résultante va être au milieu ici, puis dans le fond, ça revient à faire ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, ça va donner un vecteur qui sera en diagonale ici. Mais sur le résumé pour le chapitre 12, vous avez une formule qui dit que justement, quand on additionne FCH puis FCV, ça revient au théorème de Pythagore, là,
l'hypoténuse au carré est égale aux deux autres côtés au carré. Quand on isole l'hypoténuse, ça fera apparaître la racine. Mais ça, vous l'avez carrément dans le résumé du chapitre 12. Donc, je mets les deux valeurs que je viens de trouver, puis j'obtiens ma réponse finale. C'était pas demandé dans le problème, mais je pourrais me demander à quel endroit ou à quel angle exactement que je le dessine, le FC résultant. Ben, vous l'avez dans le résumé aussi. Donc, je fais FCV selon Y divisé par FCV selon X. Mon 49 selon la verticale était positif. C'est le 49 correspondant à ce vecteur-là. Mais le 84,9 ici était négatif. Et quand je calcule l'angle, c'est avec signe vraiment qu'il faut que je mette. Fait que c'est moins 84,9. Tu rentres ça dans une calculatrice. Bizarrement, ça te donne moins 30 degrés. Un angle de moins 30 degrés pour FC, ben, ça n'a aucun rapport dans mon problème. Quand on monte en haut, si j'additionne ce vecteur-là plus ce vecteur-là, ça va me donner un vecteur qui est quelque part ici, là, qui pointe comme ça. Donc, ça ne me donne pas un vecteur qui pointe à moins 30 degrés. Là, moins 30 degrés, c'est un vecteur qui pointe vers là. Donc, ça, c'est pas la bonne réponse. Mais quand on calcule une tangente moyenne dans une calculatrice, il nous faut toujours une réponse, mais il existe une multitude de réponses. Si j'additionne 180 degrés à moins 30 plus 180 degrés, ça donne 150. Puis donner la tangente de moins 30 ou la tangente de 150, la calculatrice va vous écrire exactement le même chiffre. C'est deux angles qui donnent la même tangente. Puis 150 degrés, ben, c'est un vecteur qui a à peu près cet angle-là. Et ce vecteur-là peut correspondre à la somme de ces deux vecteurs-là. C'est attraper celui-là plus celui-là. Ça me donne le vecteur ici. Donc, c'est la bonne réponse, 150 degrés.